Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast L'échec mondialier. J'ai le grand plaisir de recevoir Asa qui porte un projet qui s'appelle Baco. Écoute, merci à toi d'avoir répondu à ce podcast, à cette invitation. Ouais, tu l'as bien vu dans le mug L'échec mondialier. Et ici c'est vrai qu'on a une particularité, c'est que l'on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle de passion, on parle de vocation. Mais on va aller explorer certains épisodes parfois qui peuvent être difficiles et qui nous permettent aussi de continuer et d'être motivés. Merci à toi d'avoir répondu à cette invitation. C'est un plaisir. Je rappelle les règles du jeu. Tu vas te présenter un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre, pourquoi l'entrepreneuriat, ce monde un petit peu flou pour certains, synonyme de richesse pour beaucoup, mais d'une réalité que très peu connaissent. Et on est là pour mettre la lumière en fait sur ce vécu. Tu nous parleras aussi de ton projet actuel, Baco, cette entreprise spécialisée dans le packaging pour sublimer, passer de l'émotion, comme tu aimes le dire. Et enfin, tu vas partager avec nous des conseils, des recommandations pour les hommes et les femmes qui entreprennent, qui ont parfois des doutes, des questionnements. On en a tous, hein. Mais parfois les partager, c'est aussi important. Ça te va ? Oui, parfait. Allez, top. Asa, tu peux te présenter? Tu viens d'où? Tu fais quoi t'as fait quoi comme études? Tu es installé où? Et comment tu as décidé d'entreprendre? D'accord. Alors, je suis Aza et je vis à Tunis. Je suis donc la fondatrice de Baku, qui est une agence de communication par le packaging. Donc, c'est un atelier créatif qui peut fournir des solutions en packaging. L'écologie et le respect de l'environnement font partie intégrante de notre business model. Tu as commencé comment ça? Comment tu es rentré dans le packaging? Comment tu as fait quelles études pour t'amener là? Alors, j'ai fait des études en design et j'ai choisi de faire design packaging pour intégrer l'entreprise familiale. En fait, à l'époque, j'avais pour objectif de travailler avec mon père et de prendre, disons, le relais et de continuer ce qu'il a commencé. Et c'était ça qui m'a motivée à intégrer une école qui ne me parlait pas du tout au début, en fait. Moi, j'ai eu un bac maths et je le dis, je suis scientifique et j'ai intégré une école de design. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Pourquoi tu l'as fait? Mais je l'ai fait parce que je savais je pensais peut-être savoir ce que je voulais. Je voulais travailler avec mon père en fait. C'est une très belle. Voilà, c'était ça ma motivation. Et voilà, donc j'ai intégré cette école. C'était un peu difficile, la vérité, pendant les 2 premières années. Pour ceux qui ne connaissent pas l'École supérieure des sciences et technologies du design, c'est une super école qui enseigne le design. Et on peut, au bout de... Là, à l'époque, c'était 5 ans d'études. C'était 2 ans l'équivalent de les 2 années de prépa, mais dans l'art. Et après, on avait 3 ans de spécialité. Maintenant, ça s'est transformé en 3 années pour tout le cursus complet. Et donc, c'était une école de design et j'avais beaucoup de mal pendant les 2 premières années, jusqu'au jour où je me suis décidée. Parce que toi, tu te dis, je vais faire plaisir à papa, je vais rentrer dans ce cursus, oui. Mais quand tu te retrouves à faire ces cours-là, tu penses quoi dans les 2 premières années? Je pense à m'enfuir. Pourquoi t'enfuir? M'enfuir parce que je ne sais même pas tenir un crayon, moi. Ouais. Oui, on nous enseignait pendant 6 heures ou 8 heures le dessin en perspective. Alors que je me mettais j'étais la dernière de la classe. Moi, je ne savais pas, je n'avais aucune notion de dessin à vue ou de dessin tout simplement. Je n'avais même quand on était petit, on nous demandait, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout le monde se rappelle ici à l'école, on a un cahier de récitation et sur le cahier de récitation, on a une page où on doit écrire le poème et sur la page, la contre-page, on doit dessiner un dessin. C'était toujours mon père qui le faisait, moi c'était pas mon qui ne me regarde pas du tout. Très scientifique, très chiffre, très carré, très équation. Et là, on te demande d'aller chercher de l'art. Et de lire des livres d'artistes.
Par contre, j'ai aimé l'histoire de l'art. Je pense que c'était peut-être cette partie, ce petit détail du programme qui m'a plu, qui m'avait passionnée et a éveillé ma curiosité pour découvrir davantage. Donc tu pars du principe que tu voulais vraiment faire plaisir à papa. Tu as suivi ce cursus qui était un petit peu éloigné de ta vocation première, voire même très éloigné. Et au bout de 2 ans, tu continues, t'arrêtes, tu fais quoi en fait Alors, au bout de 2 ans, moi j'étais bonne élève en fait. Moi je voulais toujours faire bonne impression dans la famille. Il faut toujours que je garde ce statut. J'ai eu une carrière. J'ai eu une réputation. Ah oui, c'est la petite fille à son papa, bonne élève, etc. Bon, mais on n'aime pas, mais quand même on doit faire le job. Alors comment je dois faire pour avoir de bonnes notes sans trop m'ennuyer. Donc il fallait que je trouve la solution. La solution, c'était d'accepter. Alors, toi, tu es en cursus de design et il faut accepter. Dans cette acceptation, je me suis découverte en fait. C'était une nouvelle facette de moi qui a apparu. Peut-être que je savais dessiner, mais que je ne voulais pas l'admettre. Peut-être que j'avais des talents cachés. Je ne sais pas comment l'expliquer aujourd'hui, parce que après ces 2 premières années, je suis devenue la première. Major de promo. Et j'ai fini major de promo aussi, oui. Comment en fait on peut passer de, je sais pas, dessiner, alors que les gens, eux, avaient cette volonté, ce côté artistique. On voit beaucoup ceux qui sont avec une plume depuis leur tendre enfance, ils griffonnent, ils dessinent. Et toi, ça switch. Ah oui, ça switch parce que moi je crois en ce dicton qui dit quand on veut, on peut. Et puis moi aussi, je suis... et à la volonté et à la résilience. Moi, c'était un objectif. Je devais réussir. Et dans le devoir, j'ai dû ajouter... aide-moi à trouver le mot, c'est trouver du plaisir, en fait. Trouver du plaisir à atteindre mon objectif. Et dans cette quête-là, j'ai découvert une autre facette de moi. Je dois à j'ai envie. Tout à fait. C'est de perspective qui n'était pas prévu en fait. Qui n'était pas prévu, c'est venu comme ça, c'était complètement... Et donc là, un déclic, et bim, on se met donc plutôt à apprécier. Et tu m'as même dit que avec tes camarades de classe qui étaient sympas, la filière packaging, c'était pas la filière d'excellence, voire celle qui tout le monde ne veut pas aller, comparée à l'architecture d'intérieur ou à l'audiovisuel. Ça t'a fait un peu mal qu'on te dise vas-y, cette filière-là. Alors comment t'as réagi? J'ai pris les choses en main. J'ai pris les choses en main et je me suis dit non. Ça, c'est pas ta spécialité. Il faut que ça devienne la spécialité la plus cool de la fac, ou du moins, il faudrait qu'ils arrivent quand même à changer un peu de regard sur cette spécialité. Il faut que tu agisses. Donc, avec mes camarades, on avait décidé de changer les choses. Et il y avait quand même une très belle rivalité entre nous. Moi, je me rappelle des années 2009-2010, c'était les plus belles années de mon cursus universitaire. Et je pense qu'on avait réussi à l'époque parce qu'on... Donc, vous avez challengé les autres filières. Comment il y a quelque chose, il y a un épisode spécial ou comment... En fait, on n'a pas challengé les autres filières, mais on passe les années précédentes, le travail des designers packaging passait complètement inaperçu. Et il y avait rien qui se passait, en fait. C'était trop calme, trop fade. Et nous, on a changé les choses. On a bien travaillé. On a eu de bons profs aussi qui nous ont soutenus et qui ont aimé aussi cet esprit-là, qui ont été là pour nous encourager davantage. Donc, on peut dire qu'on est venu explorer toutes les facettes du packaging, contrairement, et on l'a sorti de ce registre de boîtes en carton toutes simples, juste pour transporter le produit et le mettre sur les linéaires. Le packaging s'est transformé c'est l'image, parce que le packaging a toujours eu sa juste définition.
Mais à l'époque, on devait travailler pour faire véhiculer ce message, donc travailler sur toutes les facettes du packaging et surtout montrer ce que le packaging est capable de faire au moment de l'achat, au moment de choisir un produit, comment peut être vecteur d'émotion, comment il peut être hyper sensoriel, comment on peut aussi travailler au niveau du graphisme, comme au niveau de la forme du packaging, et explorer les matières, explorer la structure du produit et ainsi de suite. Donc voilà, c'était ça la mission. Et ça, tu fais ça à Tunis. Tu m'as dit que tu avais fait aussi un épisode à Paris là-dessus. C'est en quelle année ça? Alors à Paris, c'était en 2011, c'était entre 2011 et 2013. C'était suite à enfin, j'ai eu mon diplôme en 2011 et donc suite à ça, c'était la Sorbonne pour faire un peu de recherche en design, s'approfondir un peu dans la spécialité que je n'aimais pas du tout il y a 5 ans. Mais toi, pour quelqu'un qui n'aime pas du tout, déjà, tu deviens major de promo. Deux, tu me disais, Mokhtar, aujourd'hui, bon, je vais avoir du mal, je vais peut-être arriver en retard parce que je suis un jury à cette école. Donc finalement, cette école, elle est restée dans ta peau. Elle est encore dans ma peau, cette école. Et là, je peux pas dire que je le dis, je raconte ça dans le cadre d'une anecdote, mais moi, maintenant, le design, c'est ma passion. Ah oui. Toi, tu switches comme ça veut dire de quelque chose qui t'ennuie, ça devient quelque chose qui devient ta passion, tu vis pour ça. Donc, et un vrai switch en termes d'état. En fait, pourquoi pas? Quand on ne sait pas, quand on ignore quelque chose, on peut au début être sceptique, mais finir par l'aimer et finir par être passionné par cette chose ou par cette spécialité. Et donc tu te dis, vas-y, allez, je vais continuer à Paris, je vais aller approfondir un certain nombre de sujets, et tu restes là-bas une année, c'est ça? Je suis restée 2 ans et demi. Donc oui, c'était par contre Paris, c'était un peu trop philosophique pour moi à l'époque. Mais j'ai apprécié tout autant cette parenthèse de ma vie. C'était quand même une époque et une phase qui m'a beaucoup appris, qui m'a laissé... c'était aussi... Je me suis découverte à l'école et je me suis encore découverte aussi quand je vivais seule dans un pays étranger, loin de ma famille, loin de tout ce que j'ai connu. Être indépendante, être responsable et découvrir le design sous une autre forme et facette. Donc aussi, j'ai eu la chance d'intégrer des agences de communication par le produit où le packaging avait beaucoup de place, ce qui m'a beaucoup aidé aussi et beaucoup aidé à continuer par la suite, mais aussi qui m'a montré le vrai potentiel de ce que je pourrais faire de ça. Ok, donc ces expériences parisiennes, elles ont eu comme effet positif une visualisation de ce que peut être finalement cette passion qui t'anime et comment elle peut prendre forme dans un projet entrepreneurial pour une entreprise. Et donc tu veux faire carrière à Paris? J'étais tiraillée entre faire carrière à Paris et rentrer en Tunisie. Si j'avais agi par la raison, j'aurais pu être encore là-bas. Mais j'ai pas agi par la raison, en fait. J'étais là, je me suis dit, tu as fait quand même 5 ans d'études, tu as consacré 5 ans d'études pour travailler dans l'entreprise de ton papa. Tu devrais peut-être retourner auprès de ta maman et tes sœurs. Peut-être qu'il faut aussi que tu sois à côté de ton chéri et continuer à travailler, continuer à avancer sur ta mission, sur ce que... C'était pour moi comme une mission de vie, en fait. Comme un objectif très... Tu décides de revenir sur Tunis? Oui, je suis revenue et j'ai fait mon retour définitif. J'ai intégré l'entreprise et j'ai commencé à voir que je ne sais pas du tout que j'ai pas ma place dans cette entreprise. C'est pas la mienne, ce n'est pas ma vision. Et puis même lui, il n'était plus là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par où commencer? Comment je vais pouvoir retrouver
cette passion que j'ai trouvée peut-être pendant le cursus universitaire, Donc tu te sens un peu à l'étroit dans cette vision d'entreprise familiale où toi tu l'avais fait pour ton papa, paix à son âme, Allah yarhamou, lui il n'était plus là. Ceux qui reprennent le relais, ben, ils vont pas exprimer comme lui ou toi ce que tu avais voulu pour le packaging et tu te dis tiens, je suis trop serré, je suis trop à l'étroit dans cette vision-là. Oui, c'est exactement ça. Je me suis dit, ok, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas apporter à cette entreprise? Comment tu peux aider aider, elle n'avait pas besoin d'aide à l'époque, mais comment peux-tu contribuer à l'évolution de cette entreprise? Quelles sont tes aspirations et maintenant tu vas continuer. À l'époque il n'y avait plus mon père, c'était ma mère qui prenait les relais, qui prenait les rênes pardon, et maintenant c'est l'entreprise de la famille et tu vas peut-être travailler ici toute ta vie. Donc comment tu veux continuer ta vie? Quel est le métier que tu voudrais faire enfin au moins pendant les 20 prochaines années de ta vie, au moins. Tu te poses beaucoup de questions, j'ai remarqué. Oui. Quelqu'un qui pose beaucoup de questions, ça on me le dit souvent. Ceux qui me connaissent vont très vite Et donc ces questions, ils t'amènent en fait à prendre peut-être un choix, celui d'aller explorer une autre voie professionnelle, de créer peut-être ta voie. Comment ça se passe? Oui. Il y a de ça aussi. Il y a cette image que j'ai, c'est l'image que je me suis faite en fait pendant que j'étais dans les métros de Paris en train d'errer dans mes pensées et d'imaginer le royaume du packaging en Tunisie. Et donc c'était un contraste entre ces idées-là et la réalité que j'ai trouvée en arrivant à l'entreprise familiale. Et donc je me suis dit, alors soit tu vas persévérer et continuer ici, soit tu vas faire ta propre voie. Donc j'ai quand même essayé fort, mais vraiment j'ai tout donné pour essayer de travailler dans l'entreprise familiale. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc, j'ai décidé finalement de repartir sur... Ça, c'était en 2015, ça? En 2015, c'était l'année où j'ai intégré l'entreprise familiale. En 2018, c'était là où j'ai commencé à me poser les questions, est-ce que je devrais rester ou est-ce que je devrais faire un truc indépendant? J'ai réfléchi encore pendant 2 années encore, et après il y a eu le Covid. Et après le Covid, il n'y avait même plus le temps de réfléchir en fait. Là, après le Covid, il faut passer à l'action. Et la question c'était alors, soit tu continues ton rêve, ou je ne sais pas comment je peux l'appeler, je ne sais pas s'il s'agit d'un rêve ou s'il s'agit d'un chemin tracé, mais soit je le continue, soit j'abandonne l'entrepreneuriat complètement, fini les questions, fini le casse-tête, fini toutes les questions interminables, tu vas retrouver le salariat et essayer de vivre comme tout le monde, un être normal qui reçoit son salaire chaque... Ça se voit que tu crois beaucoup à ça. Non, j'ai essayé. Moi, j'ai essayé le salariat, je sais de quoi il s'agit. Et je sais que c'est toujours difficile pour moi de le revoir de la même manière. Même si j'ai eu une très belle expérience qui n'était pas du tout dans les trois, non. Mais la liberté d'agir, ces pulsions quand on est entrepreneur qu'on a de faire, je sais pas, moi je crois que là par exemple on est là en train de bosser sur un projet et puis à un moment on a une idée. Alors d'abord on ne sait pas si l'idée est bonne ou pas. Il faut bien se poser toutes les questions pour comprendre si l'idée est bonne ou pas. Mais pour moi c'est ça la créativité et c'est ce qui me donne de l'énergie à continuer. Le jour où je vais arrêter à avoir ces idées, moi je serai complètement triste et voilà. Et donc tu te dis, tiens, l'entrepreneuriat est un terreau fertile pour permettre à d'éclore en fait toute cette volonté entrepreneuriale. Et après, je dirais juste avant le Covid, tu te dis, vas-y, peut-être je vais aller explorer une autre voie, celle de créer une boîte qui
qui ressemble à ma vision. Et c'est cette boîte qu'on appelle Baco. Oui, Ok. exact. Et donc, cette boîte que tu crées, qui s'appelle Baco, tu peux nous en parler? Comment tu la lances? Dans quelles conditions? Alors, Baku aujourd'hui, donc, comme j'ai pu la définir au début, c'est une boîte qui propose du conseil dans le packaging. Donc nous, on fait le design packaging, on produit aussi du packaging, on produit on peut intervenir sur le budget commercial du produit comme sur le budget com du produit, dans le sens où des agences de com font appel à nous pour créer des coffrets cadeaux de lancement, des coffrets d'unboxing, on travaille sur les PR boxes, et donc là c'est le volet design packaging. Nous avons aussi un volet branding. Donc ici, on conseille les entreprises avec un service de design graphique pour lancer leurs produits sur le marché, qu'ils soient alimentaires, cosmétiques, enfin, ou de toute nature. Ça, c'est notre spécialité aussi. Mais aussi par passion et par amour de la présentation, car quand on dit packaging, on dit forcément présentation et aussi surprise. Et donc, surprise, forcément, on pense aux cadeaux et on pense au marché des cadeaux d'entreprise, qui est aussi un marché intéressant, aussi bien sur le plan local qu'international. Donc on a aussi développé une partie qui est spécialisée dans les cadeaux d'entreprise. On travaille en collaboration avec des artisans tunisiens. Et notre apport à nous, c'est la présentation du produit. On travaille toujours sur un concept, on est aligné sur le concept de la durabilité et du sourcing local des produits, afin de soutenir aussi les démarches RSE des entreprises et aussi les entreprises qui font attention à l'environnement et à la planète. Et ça fait combien d'années maintenant que Baco est lancé? Baco est relancé. Baco a été lancé en 2015, mais il est relancé en 2021. Elle est labellisée Startup. Ouais. Parce qu'en fait, la mission de Baco est de démocratiser l'emballage à travers une plateforme. Donc l'objectif aujourd'hui est de vendre des emballages à travers une plateforme et de pouvoir les personnaliser en ligne. Nous travaillons aussi sur ça. Ouais, tu as carrément changé l'expérience en faisant que l'entreprise soit co-créatrice finalement de ce packaging avec vos équipes, c'est ça? Oui. Ouais, top. Oui, oui, top. oui. Bon, déjà, on voit que cette passion qui t'a animé, elle commence à prendre plus forme comme tu l'avais vu, comme tu l'avais imaginé. La vérité, oui, ça commence à prendre forme, mais pour moi, c'est depuis 2021, 2022, début de 2023, c'était pour moi comme une petite phase d'expérience. J'étais en train d'expérimenter le marché, de voir ce qui peut marcher, ce qui peut marcher moins, où je peux creuser, où est-ce que dans quelle partie, dans quel secteur j'ai plus de bénéfices, où est-ce que je peux générer plus du chiffre, comment faciliter ma vie au quotidien, comment faciliter la vie des clients aussi au quotidien. C'était ça le challenge en fait. Ouais. Et aujourd'hui, dans toutes les spécialités de Baco que j'ai citées, je suis en pleine phase de restructuration du business model. J'aimerais en fait réarticuler ces activités de manière plus profitable pour l'entreprise et aussi pour le marché. Car le marché actuellement est demandeur et j'aimerais trouver c'est pas la formule magique, mais la meilleure formule pour que le client soit à l'aise trouve déjà une réponse claire, rapide, efficace et à l'aise dans la recherche de l'emballage. Ça reste quand même un secteur qui est très ancien et l'offre commerciale est également ancienne. C'est pas un secteur qu'on a vu évoluer énormément. L'offre est très classique, malgré qu'on voit, je ne sais pas si vous avez une idée, mais on peut maintenant ouvrir Facebook et trouver 36 000 fabricants d'emballage. Après, c'est l'expérience client qui est différente et qui reste à entretenir. Ouais, top. En tout cas, bravo pour ces différents pivots qui t'ont permis d'expérimenter, de commencer à trouver une formule qui fonctionne. C'est combien de salariés Baco maintenant? Maintenant, on est 7. Ouais.
payer tout le monde déjà. Donc, c'est-à-dire que l'activité, elle a ses clients, elle est positionnée sur un marché, elle commence à être connue pour ce côté, en fait, packaging innovant qui transmet une émotion. Oui, on peut dire ça. C'est quoi les perspectives que tu as avec Baku dans les prochains mois, années, enjeux, c'est quoi? Prochaine année, j'ai beaucoup. Moi, je sais pas. Là, je sais pas que je sais pas, mais la réponse est un peu difficile. Pourquoi? Parce que j'ai des scénarios. D'accord. J'ai des scénarios et pour chaque scénario, j'ai des J'aime trop ça, c'est les maths, tu vois. Option 1, scénario celui-là. Option 2, etc. Donc celui-là est foire, on passe à celui-là. Et donc c'est quoi les différents scénarios? Les différents scénarios, en fait, comme j'avais mentionné, on voudrait restructurer un peu ces activités et voir où on peut creuser plus. Donc le scénario A, c'est Baku, la start-up innovante du packaging. Baku va fournir de l'emballage en Tunisie et au Maghreb à travers la plateforme. Donc nous allons tisser un réseau de fournisseurs, de petits producteurs fournisseurs dans chaque pays où on va s'installer et on va travailler sur l'expérience client à travers la plateforme afin de fournir du packaging en quantité flexible, éco-responsable, avec une expérience client irréprochable. Ça, c'est le pitch deck 1. Au cas où ça foire, on a le pitch deck 2. J'aime trop. Allez, on y va pour le pitch deck 2. Le pitch deck 2, Baku est l'entreprise de packaging innovante. C'est un atelier où on peut faire des boîtes qui s'ouvrent en fusil, je dis n'importe quoi, mais on peut explorer toute la créativité du monde dans un atelier qui va nous permettre de créer une expérience unboxing sans égal. Ok. Je vois à peu près les deux scénarios. En tout cas, tu les as déjà bien préparés, toi. Ouais, top. Tout ça est fait d'ambition, mais en même temps de réalité de la vie. C'est pour ça que je vois très bien, en fait, nous, de toute façon, en tant qu'entrepreneurs, on est obligé de faire des scénarios. On a celui qu'on aimerait, et des fois la réalité, des fois on essaye d'avancer vers. Et tout ça va beaucoup jouer sur le moral, sur le mindset, et parfois sur les épisodes qui peuvent être plus durs à tenir, parce que l'entrepreneuriat, maintenant toi qui le connais bien, c'est quand même beaucoup de brouillard, c'est beaucoup d'incertitudes. Et comment on fait pour continuer en tant que femme dans un marché qui est un peu concurrentiel mais qui est traditionnel pour apporter de l'innovation? Quelles sont les ressources que tu as développées en toi pour que tu continues, que tu n'abandonnes pas? Très bonne question. Vraiment, c'est la question la plus difficile de tout le podcast. Au fait, avant, quand j'avais moins d'expérience, quand je débutais à peine, je me suis dit, une fois, c'était l'été, et je me suis dit, c'est l'été, tu as besoin d'argent, tu as un petit atelier de carton, d'emballage, petite boîte de dragées, des cartes d'invitation. Tu peux travailler sur le marché du mariage en Tunisie, c'est un super marché. Et j'ai ciblé, j'ai créé et j'ai commencé à exposer et j'ai bien vendu. Donc cette expérience m'avait montré que l'esprit d'analyse était le premier atout pour se sortir du pétrin. C'était la première chose. Le fait de réussir cette étape était pour moi un déclic et ça m'a rassurée. Azza, tu as un cerveau, tu réfléchis, tu es en difficulté, tu vas trouver la solution. Donc d'abord, croire en ses capacités, à son esprit d'analyse. L'analyse, pourquoi je dis analyse? Parce qu'en analysant, on peut détecter des défaillances, on peut trouver des solutions, on réfléchit, on fait tourner la roue, quoi. En 2018, ça a commencé à devenir un peu à la mode. Et on voyait, quand je vois un programme d'incubation, je suis très vite conquise. Je me suis dit, ils ont peut-être la formule magique. Ils vont te donner une baguette. Et tu les as tous fait.
J'ai fait pas mal, pour ne pas mentir, j'en ai fait pas mal. Et en fait, je voyais Et des... tu les as tous faits. Je ne sais pas si je vais arriver à bien exprimer cette image, mais t'as des gens qui sont avec toi dans le même cohorte, mais t'as l'impression que eux ils sont d'un autre niveau, enfin, genre les premiers de la classe. Ils ont peut-être enfin toutes les réponses à plusieurs questions. Ils ont des questions que toi tu n'as même pas eu encore le temps de poser. Et moi, au lieu d'aller vers eux et d'essayer de comprendre, j'étais un peu dans mon coin enfin, non, non, je ne me comparais, enfin, j'étais pas encore dans la comparaison, mais j'étais dans... Alors, comment a-t-il eu l'idée de poser cette question? Pourquoi est-il arrivé à cette conclusion? Mais alors qu'au lieu de perdre du temps à me poser à moi-même ces questions, j'aurais pu aller les poser à cette personne qui aurait pu me donner des réponses tout à fait claires et efficaces, qui aurait pu m'aider. Voilà. Tout ça pour dire que l'interaction est très importante et aussi... Avec les autres. Et ça. Tout à fait. Ouais. Parfois, on perd un peu trop de temps à pas poser des questions parce qu'on pense que pourquoi ils vont me répondre, de quelle manière ils vont me répondre et pourquoi ça va avoir quel intérêt. Et mettre des fois soit son ego de côté pour aller poser ou ses peurs ou ses craintes pour aller en fait confronter en fait je connais pas et j'ai besoin pourquoi tu as posé cette question et c'est un peu ces réflexes là que tu dis restez pas seul. Restez pas isolé. J'ai pas fait, enfin, les études que j'ai faites sont complètement